Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Antoine Kibler, avocat fondateur de Kibler Avocat. Sur votre site, on peut lire A pour avocat et artiste, ce qui rend votre profil d'autant plus intéressant pour notre podcast. Aujourd'hui, vous êtes 3 dans le cabinet, 3 et demi avec Scott, votre mascotte et chien. Vous êtes spécialiste dans le secteur du luxe en direction juridique et en droit de la propriété intellectuelle et vous avez été musicien avant d'être avocat, donc vous conseillez les acteurs du monde artistique et culturel. Antoine, bienvenue sur ce podcast. Bonjour à tous, merci beaucoup pour m'accueillir sur ce podcast. J'en suis ravie. Pour commencer, je vais vous poser la même question que je pose tous les jours à vos confrères, que ce soit quand je m'entretiens avec eux sur ce podcast. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être avocat ? Et ensuite, on va revenir sur votre parcours qui est intéressant et atypique. On va peut-être une réponse justement un peu atypique, c'est que j'avais pas spécialement envie de devenir avocat au début. Peut-être contrairement à certains confrères, c'était en aucun cas une vocation. Je pense que je suis parti vers les études de droit en me disant tiens, ça fait bien de faire des études de droit. J'avais pas envie de faire une prépa pour faire une école de commerce. Je suis parti en droit en me disant allons, on va voir ce que ça donne. Je pense que le droit aussi, c'est une des seules matières qu'on découvre totalement en fac, puisque le lycée est quand même, c'est un peu le néant sur les questions de matière juridique. Donc plutôt bon étudiant, donc j'ai suivi tout le parcours fac de droit classique. Les années passaient, donc je me posais pas trop de questions, et jusqu'à arriver en fin de master 2, où là je me suis dit, j'ai fait un parcours, enfin j'ai fait un master 2 droit des affaires et fiscalité. Je me suis dit non, je peux pas bosser dans le secteur purement corporate, purement fiscalité. Donc qu'est-ce que je veux faire ? En parallèle, je faisais beaucoup de musique. Donc la question c'était est-ce que je professionnalise pas plutôt la musique plutôt que le droit. Je chantais plutôt que l'instrument, alors avec un peu d'accompagnement, mais c'était surtout du chant. Et puis je me suis dit bon, quitte à y être, on va quand même passer le barreau. Le barreau est arrivé alors que j'avais pas forcément envie de l'avoir. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit tiens, si je fais du droit, il faut que je travaille dans un secteur qui me passionne. D'où la propriété intellectuelle, c'était le bon moyen de lier, on va dire, ce qui me passionnait en dehors de la fac avec mon job et ce que j'avais appris à faire. Et ce qui m'a poussé, on va dire, plutôt à rester avocat plutôt qu'à le devenir, c'est la pratique. Je pense que la vocation, alors si je peux parler de vocation, elle est arrivée dans la pratique et surtout depuis l'installation. Étant indépendant, conseillant les clients, avoir la reconnaissance des clients et se sentir utile pour les clients, c'est ce qui a fait que la vocation, on va dire, elle grandit petit à petit. C'est un métier qui est très prenant. Vous avez quand même toujours réussi à garder cette passion qui était la musique à côté, même pendant vos études et actuellement ? Ouais, pendant les études, elle était là, elle était très présente. Je pense notamment si j'ai eu le barreau, c'est parce que j'ai gardé la musique pendant les préparations du barreau, où vraiment c'était nécessaire d'être en studio souvent, au moins 2 à 3 fois par semaine, pendant les périodes de révision. Maintenant, un peu moins, j'avoue. Moins de temps. Je vis la musique à travers les clients, on va dire, un peu par procuration. Mais elle est toujours là, évidemment. Toujours là, mais plus comme un hobby qui me fait plaisir plutôt que quelque chose de professionnel que j'aurais pu envisager. Ok. Bon, on va en reparler après, de toute façon, de votre spécialité, parce que elle est super intéressante et je pense que vous avez pas mal de choses à me dire là-dessus. Donc là, on a évoqué un peu votre parcours académique. Est-ce que vous pouvez revenir justement sur, une fois que vous avez eu votre barreau, quelles ont été les différentes étapes qui vous ont amené jusqu'à la création de votre cabinet, en fait, donc votre parcours de jeune avocat? Une fois que j'ai eu le barreau, alors c'était un peu, j'ai eu un parcours un peu complexe parce qu'au moment où j'ai eu le barreau, je m'attendais pas spécialement déjà à avoir le barreau parce que quand j'avais plus envie d'aller chanter dans le métro et chanter dans la rue à ce moment-là. Et en parallèle, je participais à un télécrochet dont je ne citerai pas le nom, qui s'est un peu arrêté du jour au lendemain. Et je me souviens très bien, une semaine après l'arrêt de ce télécrochet, j'avais le grand oral du barreau. Et là, je me suis dit non, je peux pas rater les deux, quoi.
Donc j'ai tout donné pour le grand oral, c'est passé, et je me suis dit j'ai eu l'oral, autant partir en école. Donc je me suis inscrit à l'école de Versailles, à l'EDAC, l'école du barreau de Versailles, où là du coup je me suis dit il faut trouver des stages maintenant. J'ai commencé un peu dans des trucs qui n'avaient rien à voir avec la propriété intellectuelle. J'ai commencé par les procédures collectives, par une amie d'amis, et en alternance pendant les cours, parce que je voulais pas faire que les cours de l'école. Et puis j'ai postulé dans un cabinet qui faisait de la propriété intellectuelle pour le stage final. Et je me souviens très bien, on m'a dit c'est pas un problème si vous avez jamais fait de la propriété intellectuelle, si vous êtes passionné par le secteur, vous apprendrez sur le tas et vous y arriverez. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque le cabinet, donc je suis rentré en stage final chez eux. Au bout de 2 mois de stage final, on m'a fait une proposition d'embauche pour revenir 1 an plus tard. Mais entre-temps, il fallait faire donc le PPI. Donc pour le PPI étant le stage obligatoire en entreprise quand on est à l'école du barreau. Je suis parti faire mon PPI en direction juridique chez Coty. Coty qui est qu'on connaît assez peu parce qu'ils n'ont pas de marque propre, mais qui est le concurrent principal de L'Oréal sur l'exploitation des licences de parfumerie, où je suis resté 1 an en tant que juriste. J'ai fait un stage, je suis resté un peu juriste pour soulager la direction juridique. Ça vous a plu ? Énormément, et je pense que c'est un apprentissage, ça a été une grosse part de l'apprentissage et ça m'aide encore énormément aujourd'hui dans la négociation des contrats, dans la relecture des contrats, dans la négociation aussi des rémunérations pour les auteurs, pour les mannequins, parce qu'on fait du contrat en masse pour des égéries mondiales. Donc ça m'a énormément plu et surtout on voit les enjeux pratiques et opérationnels de l'entreprise. C'est pour ça que je pense que ce stage du PPI il est obligatoire. Il faut surtout pas déroger, essayer d'aller en cabinet par un moyen ou un autre, parce qu'il faut comprendre les enjeux de l'entreprise et les enjeux qui sont surtout liés au secteur dans lequel on travaille avant de pouvoir conseiller le client en tant qu'externe et en tant qu'avocat. Oui, ça vous a conforté dans votre choix en fait de spécialité finalement. Ça m'a conforté dans le choix de spécialité, ça m'a conforté dans le choix d'être avocat aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de problématiques, et surtout ça m'a conforté dans une manière d'exercer. On pourra peut-être y revenir, mais de surtout pas adopter avec ses clients une position de sachant en se disant moi je suis l'avocat, je sais tout, je reste hyper théorique. Non, il faut être pédagogue, il faut savoir simplifier tout ce qu'on explique à son client. Et il faut surtout se rendre compte de quels sont ces enjeux, on va dire, opérationnels, day-to-day, et pas lui faire perdre du temps. En fait, il n'a pas de temps à perdre. Donc voilà, un passage chez Coty. Et ensuite, je suis retourné en cabinet d'avocat, donc le cabinet dans lequel j'avais fait mon stage final, qui est donc un cabinet très réputé en propriété intellectuelle qui s'appelle DTMV, un cabinet de niche en propriété intellectuelle qui... les acteurs du luxe principalement et des médias, vraiment des acteurs mondiaux très connus. Et je suis resté 2 ans et demi en collaboration. Et c'était pas ça. J'ai adoré. J'ai tout vous avez appris. Aimé quand même. J'ai beaucoup aimé. Si elle nous écoute, peut-être ça lui fera plaisir, mais j'ai eu une relation hyper, je dirais même fusionnelle avec mon associé avec qui je travaillais à l'époque. J'ai adoré travailler avec elle. Elle m'a clairement tout appris. Mais il fallait partir. Moi, je dis toujours, c'est un peu comme une relation amoureuse où on sait qu'on s'aime encore, mais on sait que ça peut pas fonctionner. Donc, c'est déchirant de devoir partir, mais il fallait partir quand même. Est-ce que vous aviez envie d'aller vers envie d'aller vers l'entrepreneuriat. Ah oui, directement. D'avoir la relation client, d'être directement en conseil et surtout de faire les choses à ma manière. J'adorais travailler avec elle, mais c'est quand même un cabinet un peu, peut-être qu'on peut considérer ça comme un cabinet un peu plus vieille France, on va dire, plus ancienne manière de faire, très traditionnelle, exactement, qui correspondait pas forcément à ma manière de faire, qui est peut-être un peu plus atypique aujourd'hui. Et voilà, ouais, un peu d'indépendance, c'est un peu de vouloir faire les choses à ma manière, quoi. Ok, donc au bout de 2 ans, vous vous êtes rendu compte que vous aviez envie d'être indépendant.
C'est arrivé assez vite. Ouais. Après, il y a le moment de se dire... alors, je me suis pas tout de suite dit indépendant. Je me suis dit, est-ce que carrément, je fais pas totalement autre chose? Je reprends pas des études, je me reconvertis pas dans autre chose. Puis, un peu comme au moment où j'ai passé le barreau, je me suis dit, bah, pour l'instant, je sais faire que ça. Donc, essayons et on verra bien. Et la musique aussi. Mais payer son loyer et ses factures avec la musique, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus. Donc, je me suis installé. J'avais la chance d'avoir une petite base de clientèle, justement, d'avoir gravité dans le secteur musical et culturel. Donc on va dire un petit matelas qui m'a permis quand même de m'installer relativement sereinement au début. Et après, il y a eu un appel d'air et tout marche très bien depuis. Donc ça fait maintenant 2 ans que j'ai créé le cabinet. On fera les 2 ans en décembre. Ok, voilà. Joyeux anniversaire de création en avance. Merci. Mais et c'est pas, enfin c'est des questions que j'entends assez régulièrement quand je m'entretiens avec vos confrères. Du coup, au-delà de cette base de clientèle que vous aviez au départ, comment est-ce que vous avez fait au début, parce qu'aujourd'hui vous êtes plus tout seul, donc vous avez recruté. Est-ce que vous aviez pris un local? Est-ce que vous avez travaillé de chez vous? Enfin, comment vous avez fait même pour jongler sur la com? Parce que moi, j'ai regardé votre site internet qui est très chouette. Enfin, il y a tous ces sujets-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, du coup, sur les débuts, les enjeux, les difficultés? Alors là, je sais que les 6 premiers mois, déjà, j'arrivais pas à penser à autre chose que le travail. Mais le travail, pas forcément les dossiers, mais même les 6 premiers mois, je dirais même la première année. Parce que chaque mois est un mois nouveau, en fait. C'est le premier mois de janvier de l'indépendance, le premier mois de février de l'indépendance. Et donc, le premier été de l'indépendance, ça, c'est un truc assez stressant parce que forcément, il y a de la baisse d'activité. Il n'y a pas une rémunération fixe qui arrive, contrairement à quand on est collaborateur. Donc, faut arriver à anticiper ces risques-là. Sur la question des bureaux, moi, j'ai immédiatement pris des bureaux. Parce que je voulais pouvoir dissocier vie perso, vie pro. C'était essentiel parce que je me suis dit sinon je vais exploser en plein vol si je fais pas une dissociation des deux. Et je pense que ça a été aussi un super moyen de rassurer les clients, de se dire il a des bureaux, donc entre guillemets il existe. Il travaille pas depuis son salon, depuis son lit. Voilà, les clients pouvaient venir en rendez-vous au cabinet. Ça a été un vrai outil pour les rassurer et pour développer peut-être encore plus rapidement de la clientèle, je pense. Donc il y a eu cette question des bureaux, et la question des recrutements. Alors les recrutements, pour l'instant, j'ai pas recruté encore d'avocats, collaborateurs. J'ai commencé par recruter des stagiaires. D'accord. Déjà parce que moi, je ne supporte pas travailler seul. Dès que l'équipe s'en va, je m'en vais. Ah oui. Ou vraiment si urgence. Mais pour moi, il y a une émulation de travailler ensemble. Je vois pas un cabinet sans une équipe. Le côté indépendant, travailler tout seul, vraiment tout seul, c'est pas pour moi. Oui, l'être humain n'est pas fait pour être voilà, seul, de toute façon. Exactement. Et c'est pour moi l'équipe, c'est une partie essentielle. Donc c'est ultra important déjà qu'ils se sentent bien. Je pense qu'on pourrait y revenir aussi peut-être sur le côté un peu management tout à fait. Et bien-être au travail, surtout que c'est des sujets, je pense, en cabinet d'avocat, oui. Ce qu'on voit passer, je vous confirme, qui sont pas toujours c'est important simples. de l'aborder. Et on nous apprend surtout pas le management en école d'avocat, alors qu'on devrait. Je trouve qu'il y a 2 choses qu'on nous apprend pas. On nous apprend pas le management et on nous apprend pas l'entrepreneuriat. Oui, le business développement. Exactement. Donc on doit tout apprendre nous-mêmes. Donc j'ai commencé à recruter des stagiaires pour déjà me permettre de processer des tâches, donner des tâches qui sont assez simples et avoir plus de temps pour faire des choses plus compliquées, pour moi me libérer du temps pour la réflexion, les choses un peu plus peut-être complexes. Et aussi parce que moi j'avais une maître de stage chez Coty qui a été ensuite ma N+1 qui m'a toujours dit peu importe ton niveau, il faut toujours mutuellement se challenger. Donc je vois très bien que quand je travaille tout seul, parfois on n'a pas assez de recul sur un dossier. Bien sûr. Et même quelqu'un qui est nouveau, par exemple là il y a une nouvelle stagiaire qui vient d'arriver, qui a jamais fait de propriété intellectuelle, enfin qui a fait du marché de l'art mais pas de la propriété intellectuelle pure. Je lui dis en fait, tu auras toujours un avis qui peut être utile sur le dossier, une prise de position, une réflexion qui est parfois pas forcément juridique mais factuelle.
et qui nous donne une super argumentation à la fin. Donc voilà, être en équipe, c'est aussi un bon moyen de se challenger et d'apporter la meilleure argumentation pour les clients. Oui, puis c'est les former, se positionner un peu aussi en tant que mentor. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Enfin, vous avez dit, vous, qu'il y avait votre premier associé qui vous avait tout appris dans le cabinet dans lequel vous avez fait une collaboration. Je pense que c'est important aussi de tomber sur des personnes qui prennent le temps de bien nous former, et puis pour savoir même vous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous voulez faire plus tard, quoi. Donc ouais, c'est essentiel, parce moi je vois surtout tellement de stagiaires qui viennent parfois de gros cabinets et en fait qui ont eu des missions hyper spécifiques et qui du coup sont pas du tout opérationnels en fait quand ils commencent à postuler pour des collaborations. Ils ont pas vu en gros le dossier à 360. Donc oui, la partie formation, j'adore ça personnellement. Je trouve que c'est hyper bien de transmettre et surtout, alors j'adore transmettre et surtout je veux les fidéliser. L'idée c'est que c'est pas d'avoir 15 000 personnes qui passent. S'il y a quelqu'un qui se sent bien, avec qui ça match, plus longtemps il peut rester, mieux c'est pour moi. Bien sûr. Donc, et surtout, je veux pas les dégoûter de la profession. Oui, bah ça, je leur souhaite quand même. C'est l'essentiel du stage. Ouais. Et l'idée, c'est de faire ce que j'aurais aimé qu'on fasse avec moi, on va dire, pendant que j'étais en stage ou pendant que j'étais en collaboration. Et vous avez parlé du coup du bien-être au travail, du bien-être dans les cabinets d'avocats et du management. Comment est-ce que vous transmettez ça justement aux personnes qui travaillent avec vous? Déjà, il y a quelque chose que j'ai instauré, que j'ai rendu obligatoire, c'est la semaine de 4 jours. Ah oui? Donc ils travaillent du lundi, du lundi matin au jeudi soir. Donc ils ont toujours leur vendredi off, donc Trop ils ont bien. perpétuellement des week-ends de 3 jours. Ça m'est venu en me disant, déjà, je suis un cabinet en création, donc ce sera un bon argument pour attirer des profils compétents, ce qui a plutôt bien fonctionné. Aussi, de mon expérience personnelle, on sait comment c'est le vendredi. Quand on doit rentrer des heures, on a un peu tendance à vite rentrer des heures un peu factices pour dire qu'on a fait nos heures le vendredi, la pause déjeuner dure très longtemps et le vendredi après-midi on n'en voit pas grand-chose parce qu'on dit que le client ne les lira que lundi. Et en fait, ils me l'ont dit d'ailleurs, on est beaucoup plus opérationnel, on se sent beaucoup plus efficace et en effet du lundi matin au jeudi soir, il y a pas... Alors, je suis pas un tyran, mais il y a pas une mouche qui vole, quoi. Alors, on a des moments, on discute, on rigole, mais il y a pas 2 heures à la pause café. C'est vraiment les pauses déjeuner sont même assez courtes, mais pas parce que je le demande. C'est quelque chose d'hyper volontaire de leur part. Ouais, exactement. Parce qu'ils savent que toutes les semaines, ils ont 3 jours de week-end continuellement, quoi. C'est chouette. En vrai, toutes les études montrent aussi que généralement, ça a un effet assez positif sur les équipes plutôt que l'inverse, mais bon, c'est vrai que c'est assez rare de l'entendre dans les cabinets d'avocats. Et est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous voyez la suite du coup pour votre cabinet? Est-ce que l'association c'est quelque chose auquel vous pensez? C'est un sujet auquel je réfléchis en ce moment, m'associer avec d'autres avocats. C'est une réflexion qui pour l'instant est pas totalement aboutie. Parce qu'il y a la question d'aller dans un cabinet pluridisciplinaire. D'accord. Où tout le monde a un peu sa spécialité, éventuellement s'envoyer du coup mutuellement des dossiers. Où il y a la question de rester un cabinet de niche et de s'associer avec quelqu'un qui par exemple fait de la propriété intellectuelle mais pas spécifiquement exactement la même chose, et de se faire connaître sur ce secteur-là. D'accord. J'y réfléchis parce que c'est vrai que être nombreux parfois, il y a un côté un peu la solitude de l'entrepreneur parce qu'on a beau être en équipe, le côté entrepreneur et qui porte la boîte et qui a la responsabilité, on va dire, de payer tout ce qu'il faut payer et tous les mois parce que ça reste une entreprise. Elle est que sur moi aujourd'hui quand même. Donc il y a ça qui peut être agréable à partager éventuellement dans l'association. Donc j'y pense. Mais aujourd'hui, je suis quand même plutôt sur rester sur ma structure, on va dire, à taille humaine. Ce qui est, je pense, aussi très lié à ma spécialité. On en parlera, mais je fais beaucoup de droits d'auteur et ça a été un choix de principalement me positionner du côté des auteurs plutôt que du côté des exploitants des droits d'auteur. Et je pense que les auteurs apprécient, c'est l'accessibilité.
Le fait de se dire, j'appelle mon avocat, il n'y a pas une assistante qui me répond, il n'y a pas 4 personnes à avoir avant d'avoir la personne qui traite vraiment mon dossier. Comme il y a un côté très agent, puisque mandataire d'artiste, mandataire d'auteur, c'est très intuitif personnel. Donc l'accessibilité, la disponibilité, c'est aussi ce qui a favorisé le développement de clientèle. Donc j'ai pas envie d'y renoncer. Parce que je pense que ça fait partie intégrante de même mon business model en fait aujourd'hui. Donc voilà. J'entends. Du coup, par rapport à ces clients que vous avez, si on peut revenir un petit peu sur l'aspect entrepreneurial, puisque c'est quand même aussi la vocation de notre podcast, comment vous faites aujourd'hui pour trouver des clients? Est-ce qu'il y a des canaux que vous privilégiez à d'autres? Enfin, comment est-ce que vous vous montrez actif en fait dans votre business développement? Alors, le démarchage de clients, c'est hyper compliqué de répondre parce que il n'y a pas vraiment je dis pas que j'ai pas une méthodologie, une solution miracle, parce que sinon tout le monde l'appliquerait. Et ce podcast vaudrait de l'or. Exactement. Vous pourriez le vendre très cher. Oui. Moi, j'ai commencé, ce qui m'a beaucoup aidé, je me suis mis dans un réseau d'affaires au début. Un réseau d'affaires qui est basé sur la recommandation, où l'idée c'est, dans ce réseau, vous rentrez dans un groupe. Type BNI, c'est ça? Exactement, c'est le BNI, où vous avez donc plein de confrères, ils sont une personne de chaque profession, et donc on se recommande entre nous à nos réseaux respectifs. Ça a été un gros biais, un gros levier pour développer la clientèle. Je croyais que vous alliez dire un gros échec. Non. Bah, c'est malheureusement pour certains confrères, parfois ça marche pas du tout. Oui, j'entends aussi que ça marche pas pour certains. Ouais. C'est pour ça. Et en arrivant, moi je me suis dit droit d'auteur, ça va être compliqué. Oui, puisque très niche. Exactement. Alors que parfois on a des entreprises du BTP, des personnes qui ont absolument rien à voir avec l'activité. Et grâce au BNI, je travaille en lien avec des maisons de luxe maintenant, principaux producteurs de défilés de mode à Paris. C'est arrivé comme ça. Donc j'ai été chanceux, mais aussi parce que j'ai été chanceux d'avoir les personnes qui étaient présentes à ce moment-là dans le groupe. Les clients sont la meilleure source de développement, parce qu'en fait, au bout d'un an, les clients recommandent à d'autres clients. Si les clients ont été satisfaits, ça fait un effet boule de neige. Et je pense aussi que j'ai vachement joué sur développer tout ce qui va être communication. Et aujourd'hui, ça étonne, voire ça choque beaucoup de confrères quand je leur dis que 20% aujourd'hui du chiffre d'affaires, c'est du prospect internet. Et qu'est-ce que vous faites alors sur internet? J'ai énormément développé le référencement, bossé sur le référencement du site internet ou sur les réseaux sociaux en publiant Vous êtes sur les réseaux aussi sociaux? Je communique sur LinkedIn, sur Instagram, et aujourd'hui, par exemple, ne pas hésiter à demander à ses clients de mettre un avis Google. Il y a un côté, il y a des vieux confrères qui se disent ah non, ça fait pas bien de se dire, ça fait un peu genre je sais pas, il y a un côté un peu déontologiquement, ça peut... Je pense que c'est pas forcément déontologique, mais c'est on perd le côté un peu supériorité de l'avocat qui en a pas besoin. Je me rabaisse un peu à demander un avis. Non, moi je le vois pas du tout comme ça. Je dis ça permet à la personne qui va m'appeler déjà de comprendre ce que je fais, parce que souvent le client dit dans quel dossier on est intervenu, dit qu'il a été satisfait, et ça rassure les clients d'après. Et voilà. Et aujourd'hui il y a au moins 2 à 3 appels par semaine, qui sont souvent des prospects hyper qualifiés, quoi. Et est-ce que vous pensez que le fait que vous soyez positionné sur un secteur de niche, ça favorise aussi la recommandation naturelle en fait auprès de vos clients, parce que nous on conseille à vos confrères justement de se spécialiser sur un secteur un peu niche, parce que c'est plus simple de se faire connaître au départ, justement, et de se distinguer de la concurrence. Mais je pense que peut-être aussi, comme vous n'êtes pas nombreux à faire ça, si vous êtes bon, il va y avoir plus de facilité auprès de vos clients à vous recommander. Sur la satisfaction client, c'est certain que si on est bon, ça va beaucoup plus vite que si, par exemple, je pense, on fait du droit social où il y a énormément de confrères. Et encore, je pense que c'est possible de se spécialiser en droit social sur une niche particulière. Ça, après, c'est propre à chacun de vouloir se spécialiser dans la niche ou pas. Alors, moi, je suis spécialisé en propriété intellectuelle. Après, je couvre d'autres sujets. Mais en tout cas, ce que j'ai ciblé, c'est une communication axée sur la propriété intellectuelle. D'accord. Ça m'empêche pas, j'ai un parcours affairiste, donc je pense que ce qui plaît aussi aux clients, c'est qu'on est capable de les conseiller à 360 sur leurs problématiques. Un client vient pour une problématique musique, il veut créer un label,
bah évidemment il va y avoir des sujets un peu droits sociaux parce que il y a des questions d'intermittence, il y a des questions d'artistes-interprètes qui sont des employés au sens que tu travailles. Création d'un label, ça reste une création de société, donc il y a des questions purement corporate. Mais ma communication est vraiment axée propriété intellectuelle, droit d'auteur, un peu marché de l'art et droit des marques. Je pense que dans la communication, il faut trouver un bon storytelling en fait. Oui, je me doute. Et l'avantage d'être sur de la niche aussi, pas quand on bosse par exemple, c'est bête, mais quand on bosse sur son référencement, c'est beaucoup plus facile de remonter sur les pages de recherche quand on est moins nombreux, plutôt que de choisir par exemple une requête où vous êtes 500 000, j'exagère, mais sur une même requête. Donc ça veut dire, moi en très peu de temps, en droit de la musique par exemple, au niveau national, je me suis retrouvé dans le top 3, et je suis dans le top 3 des avocats musique, Paris, France. Donc la niche favorise aussi le développement rapide de clientèle. Ah oui, ça c'est sûr. Et du coup, vous m'avez parlé de droit de la propriété intellectuelle, droit d'auteur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les différentes spécialités que vous couvrez aujourd'hui, qui sont vos clients, etc. Bon, sans les nommer, mais bien sûr. Revenir un peu sur tous ces aspects-là. Alors au départ, moi, c'est vrai, mon gros dada, c'est le droit d'auteur. Le droit d'auteur, donc je travaille essentiellement pour les auteurs ou pour les exploitants qui savent reconnaître la valeur des auteurs. Donc évidemment, je travaille aussi pour des producteurs audiovisuels, pour des labels. Mais lorsque je sens qu'il y a aussi une volonté de travailler en collaboration avec les auteurs et pas simplement dans la volonté d'exploiter, de trouver les meilleurs moyens juridiques pour attraper ce qu'il y a à attraper. Et c'est aussi un bon outil de travailler avec les exploitants, ce que j'appelle les exploitants des droits, car c'est quand on est de leur côté, on sait après encore mieux conseiller les auteurs dans les négociations. Donc les auteurs, c'est très varié, aussi bien des illustrateurs, des photographes, des sculpteurs, des peintres. C'est vraiment le scope est assez large. Des musiciens, des compositeurs, des chanteurs, c'est assez varié. Ça c'est sur la partie droit d'auteur. Après vous avez le droit à l'image, question mannequinat, où là on peut travailler pour en effet des mannequins, des égéries, des agences de mannequins, agences d'égérie. On a aussi vachement développé une spécialité sur ce que j'appelle le droit de l'événementiel, qui est un peu lié d'une manière ou d'une autre à la propriété intellectuelle et au secteur culturel, qui m'a amené à travailler pour des producteurs de défilés de mode. Donc j'organise aujourd'hui un défilé de mode. En fait, l'idée c'est de pouvoir sécuriser tous les aspects juridiques du défilé. Donc ça va des problématiques de sous-traitance à la problématique des mannequins, des photographes présents sur le plateau, c'est aux problématiques des assurances. Et ça fait beaucoup de sujets à couvrir. Ça fait beaucoup de sujets à couvrir, mais qui en fait à chaque fois sont très liés au domaine même de l'organisation d'un salon ou d'un défilé, etc., etc. Ça doit vous faire pas mal de travail quand même tout ça, sur un événement s'il y a énormément. C'est beaucoup de boulot. Alors après, quand on est du côté producteur, il y a aussi la marque qui prend en charge certains sujets et on se répartit les sujets en fonction de la responsabilité de chacun. Oui, je comprends aussi que du coup vous soyez plusieurs dans votre cabinet, parce que c'est vrai que tout seul ça doit pas toujours être évident. Ça commence à faire beaucoup. La semaine de 4 jours que j'impose c'est pour ça, à l'équipe, je me posais la même question. Je n'arrive malheureusement pas à me l'imposer à moi-même. Ça, vous ne le faites pas pour vous, du coup, c'est pour votre équipe. Non. Bon, peut-être dans un second temps. Exactement. Le souhait, c'est d'arriver un jour à me l'imposer. Oui. Puis le management va souvent de pair aussi avec le fait de déléguer. Donc, peut-être qu'à un moment, vous pourrez aussi davantage déléguer certaines tâches, etc. Ok, super intéressant. On va passer à la partie intelligence artificielle, qui est un sujet qui nous intéresse beaucoup chez Anomia. Est-ce que déjà vous l'utilisez, vous, dans votre quotidien, et quelle perception vous en avez pour son intégration en fait dans le secteur juridique? Alors moi, l'intelligence artificielle, je la vois ni négativement ni particulièrement positivement. Je la vois comme un outil. Alors, je dirais quand même plus positivement que négativement quand même, comme un outil qui me fait gagner du temps, qui me permet parfois d'avoir des pistes de réflexion, qui me permet d'aller cibler, détailler des choses plus en profondeur. Je la vois pas du tout comme un frein ou comme quelque chose qui va un jour nous remplacer.
Il faut apprendre à vivre avec son temps. L'intelligence artificielle, elle est là. Il faut l'utiliser et il faut du coup mettre son énergie sur ce qui fait qu'on est aujourd'hui irremplaçable. L'intelligence artificielle, moi dans mon secteur, on fait énormément de négociations. L'intelligence artificielle remplacera jamais un bon négociateur. Oui, bien sûr. Même l'empathie, enfin toutes ces choses-là. Exactement. La spontanéité. La spontanéité, l'empathie, mais dans une bonne négociation pour un auteur notamment, ou pour n'importe qui sur du contentieux, nous on essaie toujours de favoriser évidemment l'issue amiable plutôt que le contentieux jusqu'au bout. En fait, c'est de la psychologie. On fait de la psychologie avec la partie adverse et avec le confrère aussi en face. Moi, je suis toujours étonné de voir des confrères qui sont dans une discussion avec un confrère dans l'attaque, alors que l'idée c'est plus d'être, on va dire, déjà cordial et poli, et avec le sourire. Et pour moi, c'est la meilleure manière d'obtenir ce qu'on veut obtenir. Si vous arrivez dans l'attaque, en fait, vous avez tout de suite quelqu'un qui se met en recul et qui est en retrait. Vous n'obtiendrez jamais rien. Enfin, en tout cas, moi, j'obtiens jamais rien en étant dans l'attaque, donc je ne suis jamais dans l'attaque. Parce que si on est confiant de ses arguments juridiques, il n'y a pas besoin d'attaquer et d'être, on va dire, désagréable. Certains disent que la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais c'est pas... C'est l'attaque, mais dans son argumentation juridique. Oui, j'entends. Si nos arguments sont bons, il vaut mieux présenter de bons arguments avec le sourire. Et je sais pas, j'en avais encore une audience avec une plaidoirie, on a vu la différence avec certains confrères qui avaient pu précéder. On avait un peu l'impression que les magistrats s'endormaient. et ne serait-ce qu'avoir une petite blague ou un petit truc pour le magistrat, bon, tous n'apprécient pas forcément, mais qui remet un peu de bonne humeur dans une après-midi d'audience, ça favorise toujours pareil les issues dans les dossiers. C'est la maîtrise de l'art oratoire aussi. Oui, exactement. Alors après, chacun sa manière de faire, hein, mais moi je vois les choses comme ça. Donc pour revenir à l'intelligence artificielle, je le vois comme un outil. Il y a des choses où l'intelligence artificielle est excellente, c'est une excellente traductrice. Pouvoir décider de traduire un texte en lui demandant de rajouter un ton, une manière de traduction. Alors bon, on a des questions de données personnelles, donc faut faire aussi attention à ce qu'on met. Et des sujets de confidentialité, donc attention à ce qu'on met dans l'intelligence artificielle. Moi, je trouve super que les bases de données et commencent aussi à déployer l'intelligence artificielle au sein des bases de données. J'utilise énormément, Doctrine et d'autres. Oui, pour la recherche juridique, Pour la recherche juridique, pour les stagiaires, c'est un gain de temps énorme d'avoir, par exemple, Doctrine à déployer un système de résumé des décisions par intelligence artificielle, ce qui permet quand même rapidement de voir si la décision est opportune ou pas opportune pour notre dossier. Ça, il faut s'en servir un maximum, je dirais. Mais alors oui, il faut pas commencer à rédiger ses conclusions par intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle surtout aussi fait encore beaucoup d'erreurs. Oui, des hallucinations. Invente des décisions. Donc évidemment tout doit être vérifié, mais il faut s'en servir. Bon, c'est une très bonne conclusion sur l'intelligence artificielle. Pour le petit mot de la fin, donc on a parlé de votre parcours, on a parlé de vos différentes spécialités, on est allé aussi sur cette casquette entrepreneuriale qui vous est venue très tôt. Est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez donner en fait aux auditeurs qui vous écoutent, qui débutent peut-être leur carrière d'avocat ou qui sont en train de passer le barreau, un conseil que vous auriez aimé avoir à ce moment-là? Alors c'est une nouvelle fois, ça va être très personnel. Moi, je vais donner un conseil qui est très lié, on va dire, à ma casquette recruteur. Qu'est-ce qui fait qu'un profil m'attire? Par exemple, moi, je suis pas du tout un profil qui est surdiplômé, mais qui n'a rien fait à côté. Ça m'intéresse pas spécialement. Des LLM, je ne sais où. Je me dis juste qu'il a pu financer LLM, mais je me dis pas particulièrement que ça lui a apporté, surtout en juridique très franco-français, quelque chose de particulier. Alors que quelqu'un qui a fait une année de césure avec des jobs étudiants, qui a des passions très particulières. Alors évidemment, moi, je cherche toujours des profils qui ont des passions créatives. Vous cherchez votre sosie, en fait. Alors pas mon sosie, parce que c'est toujours chacun a son histoire et sa spécificité. J'ai un stagiaire au bureau qui a été DJ. Donc c'est génial. C'est génial, mais d'avoir un truc qui les anime en dehors du droit. Donc pas forcément chercher absolument le parcours il faut être surdiplômé.
parce que si j'ai plus de diplômes que les autres, j'aurai forcément un meilleur job. Pas forcément aussi chercher absolument le nom sur son CV. Je dirais que oui, les grosses structures, pourquoi pas, essayer. Ça plaît à certains, mais on n'est pas obligé de passer par une grosse structure pour y arriver dans ce métier-là, d'autant plus je pense dans ma spécialité. Il faut mieux favoriser. Il y a un vrai sujet aussi sur la rémunération, parce que je comprends qu'on cherche à avoir tout de suite des rémunérations très élevées, mais je pense qu'on se rend compte que souvent quand on a des rémunérations très élevées très tôt, c'est une charge de travail qui est souvent énorme, oui. Qui nous laisse pas le temps de développer, et qui parfois nous amène à des dossiers qui nous passionnent pas forcément. Et on peut vite être dépendant de cette rémunération qui a été élevée très rapidement, et se rendre compte qu'au bout de 5 ans, 10 ans, c'est compliqué d'en sortir, parce qu'on a appris à vivre avec ce fonctionnement-là. Surtout pour les profils, je dirais, qui sont entrepreneuriaux. Favoriser peut-être une petite structure où la personne aura du temps pour former. Oui, où on va prendre confiance en soi. Exactement. On va pas se dégoûter de la profession. On pourra conserver un équilibre pro-perso. C'est ce que le métier est quand même. C'est pas un métier où on ferme son ordinateur et je pense que même quand on est collaborateur, même quand on est juriste, c'est tellement intellectuel, c'est de la réflexion permanente. On peut pas couper. Oui. C'est très difficile de couper. Oui. Donc si on n'arrive pas à couper, il faut qu'on ait un sujet qui, de près ou de loin, nous passionne. Donc y aller juste pour le nom et juste pour la rémunération, pour moi, c'est le meilleur moyen d'exploser. Et de raccrocher la robe. En plein vol et de raccrocher la robe très rapidement. C'est vrai que ça arrive, hein. Il y en a quand même certains qui raccrochent la robe, alors que c'est beaucoup d'investissement dans les études, dans pas mal de choses. Donc, c'est effectivement peut-être que certains ne trouvent pas de sens, finalement, le sens qu'ils cherchaient initialement dans la profession. Et ça, c'est des choses que j'entends parfois. Ouais, il y a alors la question du sens, c'est vrai que je l'entends aussi beaucoup chez les confrères. Mais moi, par exemple, quand je passais le barreau, je me souviens très bien, je me disais, tous les retours d'expérience que j'avais des promotions précédentes, il n'y avait pas une expérience qui me donnait envie de devenir avocat. Et donc là, je me suis dit non, je me souviens très bien, à l'épreuve de droit des affaires, j'ai hésité à rendre copie blanche en disant c'est bon, je quitte la salle c'est radical. Et on n'entend plus parler. Je disais à tout le monde non mais là je fais rapidement un truc et je vais partir assez tôt, et je le pensais vraiment. Mais parce que j'avais pas d'exemple d'expérience qui me motivait, qui me motivait, j'avais pas parfois on me dit mais quel est ton modèle, est-ce que t'as un avocat modèle? Non, j'ai pas d'avocat modèle, j'essaye en toute humilité de créer mon propre modèle. Voilà, de ce que j'aurais aimé avoir, ce qui m'aurait donné envie dans la manière d'exercer, rester fidèle à qui on est, dans la manière de s'habiller. Je dirais, c'est quelque chose de bête, mais imposer d'être en costume cravate, alors ça se fait quand même de moins en moins, mais pour venir travailler alors qu'on voit pas de clients, moi je vois pas trop l'intérêt. Au contraire, plutôt affirmer sa personnalité au bureau, et c'est plutôt quelque chose de positif. Bien qu'il faut savoir aussi toujours s'adapter en fonction de la personne qu'on a en face. Donc si on a un client, savoir s'adapter au client. Il faut rester fidèle à soi et pas se modifier, on va dire, s'adapter trop et s'effacer. Pour on va dire suivre les moutons, ça fera pas évoluer, en tout cas dans ma conception des choses, la profession positivement. Mais c'est un très joli mot de la fin, de chercher à être son propre modèle soi-même finalement. Ouais. Bah écoutez Antoine, merci beaucoup d'être venu sur ce podcast, c'est un plaisir de vous recevoir, et puis à bientôt peut-être. À bientôt.